Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi. La princesse Stéphanie distinguée par l'association Yes Women à l'occasion d'une soirée spéciale pour la journée mondiale de lutte contre le sida hier. Elle a reçu une récompense pour son engagement avec Fightheads Monaco. Au Conseil de l'Europe, Monaco prend aujourd'hui la présidence des réunions du Comité sur les droits de l'homme autour des ministres des 46 États membres. Celui qui incarne cette fonction est l'ambassadeur de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Gabriel Revel sera notre invité ce soir. Dans ce journal également, nous prendrons la direction de l'Institut monégasque de médecine et de chirurgie du sport, où le prince souverain a inauguré une nouvelle prouesse médicale, un robot chirurgical nommé Rosa. Nous ferons sa connaissance dans quelques minutes. Et puis c'est une tradition qui fait toujours le plein au marché de la Condamine, l'Oursinade, un festival de bon goût aux saveurs marines, à découvrir à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, regardez ces images. Le prince Albert II a fait un aller-retour à Rome ce matin, où il a passé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Elle est ouverte seulement tous les 25 ans par le pape à l'occasion du jubilé, c'est-à-dire l'entrée dans l'année sainte pour les catholiques. Le souverain s'était rendu à Rome l'an dernier pour son ouverture, mais ne l'avait pas franchi. Il l'a fait seulement aujourd'hui, à l'initiative du diocèse de Monaco, avec l'archevêque Dominique-Marie David, l'ambassadeur près le Saint-Siège Philippe Orengo et l'ambassadeur en Italie Anis Wood. Le prince a également défilé, comme vous le voyez, aux côtés de nombreux autres fidèles, avant que le nouveau pape Léon XIV ne referme la porte sainte le 24 décembre prochain, pour marquer donc la fin de l'année sainte. Retour à Monaco, où l'association Yes Women organisait hier une soirée de gala au restaurant La Môme pour mettre à l'honneur la lutte contre le sida à l'occasion de la journée mondiale contre ce virus. De figures emblématiques ont été récompensées, dont la princesse Stéphanie pour son engagement avec Fightheads Monaco depuis plus de 20 ans, mais également Christiane Ross, créatrice de Penduka en Namibie, un engagement fort qu'a reconnu Nicole Dion, la fondatrice du mouvement Yes Women Monaco, pour qui la lutte contre le VIH est un combat à la fois intime et essentiel. Je vous propose de l'écouter. Moi, j'ai été sensibilisée très rapidement, toute ma vie pratiquement, puisque mon mari est un chercheur dans le domaine médical. Mon mari, avec son équipe au Québec, à ce moment-là, ont découvert une des 3 composantes de la trithérapie du VIH. Et je l'accompagnais dans les conférences internationales, entre autres sur le sida. Et j'ai été confrontée avec la lourdeur des gens qui n'avaient aucun espoir. Il n'y avait aucun médicament à cette époque et c'était la tristesse dans les yeux de ces gens-là qui savaient que le seul sort qui les attendait, c'était évidemment la mort. Je trouve que Fightheads Monaco apporte un soutien, l'accueil aux affiliés. Il leur donne toute la possibilité de grandir et de s'épanouir et de gagner de l'estime en soi. Également, Penduka en Namibie, elle a construit une maison. Elle va prendre toutes les femmes des milieux défavorisés qui sont évidemment atteintes du sida et elle leur a montré à travailler de leurs mains, à faire de l'artisanat. Et ces femmes-là, aujourd'hui, peuvent s'en sortir. Ce sont des femmes qui sont vulnérables. Elles sont rejetées de leur maison, de leur village. Et là, elles ont regagné de l'estime de soi. Et nous avons été vraiment impressionnés pour y être allés plusieurs fois. On était sous le charme de Penduka. La principauté prendra pour la première fois la tête du comité des ministres du Conseil de l'Europe en mai 2026. Mais avant ça, aujourd'hui, elle prend la présidence des réunions du comité des droits de l'homme. 2 échéances importantes pour Monaco. Pour comprendre quelles seront ses missions, nous sommes en ligne avec son ambassadeur et représentant permanent actuel au Conseil de l'Europe, Gabriel Revel. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Monsieur l'ambassadeur, une première question d'abord pour comprendre ce système européen. Qu'est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme et le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme autour desquels la principauté va être amenée à travailler encore davantage dès aujourd'hui? Alors, il s'agit d'une convention qui date de 1950 et qui garantit des droits fondamentaux et des libertés fondamentales pour tous les citoyens européens. Donc elle couvre actuellement 46 États membres. Donc elle dispose d'un outil juridictionnel qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qui est là pour s'assurer du respect de ces dispositions. Et ensuite, une fois que la Cour a rendu ses arrêts, il revient au comité des ministres, donc je serai amené à présider cette semaine, d'assurer le suivi de l'exécution.
Alors Gabriel Revel, vous êtes justement le représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Pour nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas encore, qu'est-ce que le comité des ministres du Conseil de l'Europe et comment contribue-t-il à la protection des droits de l'homme en Europe? Alors il s'agit de l'organe exécutif de l'organisation. Il rassemble tous les ambassadeurs des États membres et il contribue à la protection des droits de l'homme à travers ce comité sur le suivi de l'exécution des arrêts pour s'assurer que les États mettent en œuvre les points qui sont demandés par la Cour, mais aussi en édictant de nouvelles normes sur la protection des droits de l'homme, sur l'état de droit et sur la démocratie. Quelles seront donc vos responsabilités en tant que président des réunions du comité droits de l'homme? Alors cela implique de devoir gérer les débats, donc donner la parole aux diverses délégations, trouver des compromis entre les délégations sur les projets de décision qui seront adoptés. Et aujourd'hui, nous commençons déjà avec une partie informelle qui est liée à l'exécution des arrêts concernant la Fédération de Russie. Quelles seront les complexités de ces opérations que mèneront la Principauté de Monaco et les autres États membres pendant cette présidence qui sera la vôtre? Alors pendant cette présidence du CMDH, la question qui se pose concerne les affaires les plus complexes en fait, que l'on a à traiter. On a des affaires qui concernent par exemple des détentions de détenus politiques ou des questions de droits de l'homme très sévères et concernant aussi des affaires interétatiques, c'est-à-dire les relations entre différents États. Et donc c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et donc notre rôle est d'arriver à trouver des accords pour avancer sur l'exécution de ces arrêts. Combien de temps va durer cette présidence? Alors cette présidence dure 6 mois. Là, nous avons donc cette session qui a lieu cette semaine, puis nous en aurons une autre au mois de mars. Et ensuite, au mois de mai, nous prendrons la présidence du comité des ministres. Présider ces réunions internationales, c'est aussi essayer d'être neutre au maximum. Alors comment vous, président sous les couleurs de Monaco, État qui s'affiche d'ordinaire impartial, comptez-vous vous y prendre pour faciliter le dialogue et le compromis entre les 46 États membres sur des questions parfois sensibles? Alors en amont, ça a été aussi de prendre contact avec toutes les délégations concernées, justement pour pouvoir avoir leur impression par rapport à cette discussion qui s'annonce, et aussi d'arriver à trouver un compromis le plus juste possible dans tous les cas de figure qui vont se présenter. Un mot sur la présidence du comité des ministres dont Monaco prendra la présidence en mai prochain. Quelles seront les priorités de la principauté vis-à-vis des autres États membres et comment s'y prépare-t-elle? Alors concernant le CMDH, la question du système conventionnel et de l'exécution est l'une des priorités que nous allons afficher l'année prochaine lors de la présidence du comité. Donc c'est un moyen de démontrer notre conviction dans l'utilité et la nécessité d'avoir ce système conventionnel et les bienfaits qu'il peut procurer à nos populations sur le continent européen. En une phrase pour conclure, le credo de Monaco à ces deux présidences, quel sera-t-il? Le credo, il sera de continuer avec le système que nous connaissons, le faire avancer aussi au regard des nouveaux défis qui se posent, notamment en matière de nouvelles technologies et des nouveaux phénomènes d'atteinte au système démocratique ou à l'état de droit. Et donc c'est un ensemble de sujets aussi liés aux traditionnelles priorités de la principauté que sont la protection des femmes et des enfants que nous allons avoir cette présidence. Merci beaucoup Gabriel Revel d'avoir été avec nous sur Monaco Info, ambassadeur et représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe, où on le rappelle donc, Monaco prendra 2 présidences. Dès aujourd'hui, la présidence des réunions du Comité des droits de l'homme du Comité des ministres, et dès le 15 mai prochain, la présidence du Comité des ministres tout entier pour une durée de 6 mois. Merci à vous. Merci. Le Forum Monaco Hydrogène Alliance a accueilli le Prince Albert II aujourd'hui à l'occasion d'une table ronde. Elle portait sur les sports automobiles à hydrogène, un thème plus que d'actualité pour la principauté qui accueille chaque année des événements mythiques comme le Grand Prix de Formule 1 ou le e-Rally Monte-Carlo. Une manière pour le souverain de montrer son soutien à la filière de l'hydrogène et de témoigner son engagement sur les questions écologiques, même quand il s'agit des traditions. Un mot du consulat honoraire de Roumanie à Monaco qui vient d'organiser la célébration de la fête nationale roumaine. Ça s'est passé hier soir au théâtre Princesse Grace. 350 personnes, ressortissants, membres du corps diplomatique et personnalités monégasques étaient invités. Toutes ont pu assister à un récital de piano d'environ 1h30, suivi d'un cocktail. Un bon moment permettant de réunir toute cette communauté qui constitue l'une des 139 nationalités que compte notre pays.
Prenons maintenant la direction du centre hospitalier Princesse Grasse où s'est déroulé ce matin un exercice incendie grandeur nature. C'est un vrai rituel pour les sapeurs-pompiers de Monaco qui s'entraînent régulièrement dans les différentes structures de la principauté pour se familiariser avec le terrain et se coordonner avec les équipes internes. Illustration ce matin avec Alban Jean-Jambe et Julien Loger sur place. L'alerte est fausse, mais l'exercice est bien réel. Tout commence avec les agents incendies du CHPG qui donnent le top départ. J'ai une personne qui est dans un endroit qu'on ne peut pas accéder, mais qui a l'air d'être inconsciente au niveau du pôle énergie. En attendant l'arrivée des pompiers, les agents sécurisent le lieu de l'incendie. On est dans un site qui bouge constamment, très contraint en termes de surface, de positionnement de bâtiments. Ce genre d'exercice est très important pour la cohésion avec les services des pompiers. C'est vraiment nécessaire pour nous pour être prêts le jour où il y a un réel incendie, une évacuation nécessaire ou une opération d'urgence. Une fois sur place, les pompiers prennent le relais. Pour eux, cet exercice est un maintien des acquis pour ne pas oublier les bons réflexes. Là aujourd'hui l'exercice c'était au niveau d'un pôle énergie, qui est un pôle extrêmement sensible au niveau du CHPG, sur une petite partie de détritus techniques ou autres, qui était en train de brûler à proximité d'éléments particulièrement sensibles. Là en l'occurrence ça concernait à la fois une cuve de fioul et également une alimentation gaz qui elle génère en fait le gaz au niveau de l'entièreté du bâtiment. Des éléments non négligeables à prendre en compte pour intervenir. Des groupes électrogènes. En fait. L'opération est organisée selon une hiérarchie bien précise. Je prends le commandement des opérations de secours. Le but c'est vraiment de travailler en coordination avec un officier de permanence qui va réellement arriver pour en fait être un petit peu le chef d'orchestre de cette intervention. Il peut de lui-même à un moment donné s'engager pour pouvoir venir amener une force supplémentaire et je dirais organiser de manière un peu plus confortable les moyens de secours tels qu'ils sont engagés. Une quarantaine de minutes plus tard, l'exercice prend fin. La fausse intervention est réussie. Les sapeurs-pompiers prennent toutefois note de certains points à améliorer avec l'ambition d'atteindre la perfection. Ouvrons une page santé à présent avec une innovation médicale que l'on doit à l'Institut monégasque de médecine et de chirurgie du sport à Monaco. Le prince Albert II s'est rendu sur place la semaine dernière pour la présentation d'un robot chirurgical dénommé Rosa. Toutes les explications sur cette prouesse dans ce reportage signé Alban Jean-Jambe et Thomas Deus. Rosa, c'est le nom de ce robot chirurgical qui assiste le chirurgien dans la pose de prothèse du genou. Cette innovation médicale permet une opération plus précise et promet moins de saignements pour le patient. Désormais, on prend des points de repère et le robot va arriver avec un guide de coupe et va nous positionner pour faire une coupe exactement telle qu'il faut la faire pour le patient. C'est l'homme qui intervient, c'est le chirurgien qui fait la coupe, mais c'est le robot qui va nous indiquer comment faire la coupe. C'est-à-dire qu'on va être sûr de poser la prothèse comme il faut et donc c'est une meilleure certitude pour les patients d'avoir été bien opérés. Aujourd'hui, l'IM2S pose près de 500 prothèses du genou par an. L'objectif est de doubler ce résultat avec ce nouveau robot. Les gens souffrent beaucoup d'arthrose du genou, encore plus que de l'arthrose de hanche. Jusqu'à présent, la prothèse de hanche avait une très bonne réputation et la prothèse du genou un peu moins. Aujourd'hui, les résultats des prothèses du genou sont très reproductibles. De plus en plus de patients se font opérer d'une prothèse du genou et c'est l'opération la plus pratiquée en France. Avec ce nouveau robot, l'IM2S confirme sa volonté d'aller toujours plus loin dans l'innovation technologique et médicale. Prodigieux. L'Opéra Garnier a commencé le mois de décembre en beauté. Hier soir, il a accueilli le concert humblement intitulé « C'est magnifique ». Au programme, un récital du ténor Roberto Alagna, celui qui a souvent triomphé dans les salles monégasques, a proposé cette fois un mélange de grands airs populaires, comme les classiques de Frank Sinatra ou encore Luis Mariano, avec son titre « C'est magnifique », qui était justement le premier morceau du concert, et son nom tout entier, José Sacré, Julien Logier et Alexandre Gougassian. C'est magnifique, une chanson de Cole Porter interprétée en français. C'était le titre de la première chanson et du concert exceptionnel donné lundi 1er décembre à l'Opéra de Monte-Carlo par le ténor star Roberto Alagna, entouré des chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo et d'un grand orchestre dirigé par José Pic. J'ai toujours eu un grand plaisir à chanter dans la Principauté parce que, comme je l'ai dit pendant le concert, j'ai chanté, je crois, dans tous les endroits possibles où on puisse chanter dans la Principauté, partout. Jusqu'au palais, toutes les salles, tous les endroits, dans la rue, un peu partout. Voilà, donc j'adore venir ici. Mon épouse était là la semaine dernière, donc vous voyez, on est un petit peu à la maison ici.
programme de ce concert, un heureux mélange de chansons d'hier et de couplets populaires. Roberto Alagna, le monde de l'opéra et une certaine presse un peu coincée, il faut bien le dire, vous a parfois reproché de galvauder votre talent en chantant Au Sole Mio, Bella Ciao ou encore Granada. Alors vous voulez que je vous dise la vérité ou non? Oui. Eh ben je vais vous la dire la vérité, parce qu'en fait, c'est les journaux, c'est la presse qui a dit à chaque fois que les puristes étaient comme ci, les puristes étaient comme ça. Mais moi, ces fameux puristes, je ne les ai jamais rencontrés. Moi, j'ai toujours rencontré un public heureux, avec des sourires incroyables, des yeux qui brillaient, et ils étaient heureux. Ils sont venus dans tous mes concerts. Vous savez, par exemple, le concert sicilien, on a fait 30 zéniths, à chaque fois avec plus de 10 000 personnes. Pareil pour Mariano, pareil pour le Passion, etc. On a continué avec Little Italy. Maintenant, je fais une tournée qui s'appelle Boulevard des Italiens. C'est plein partout. On nous le demande partout. Donc les gens ont envie de ça. Parce que la musique, c'est une. Chanter, c'est de l'ordre de la prière. Vous voyez, on rentre en communion tous ensemble. Vous voyez, quand vous êtes dans une église, dans un lieu sacré, un peu partout, vous commencez à chanter et vous ressortez avec le cœur plein de joie. C'est comme si l'Esprit Saint vous avait traversé. Eh bien, parce que c'est ça. Parce que la musique, le chant, c'est une vibration qui nourrit votre cerveau et votre cœur. Voilà, et on ressort léger et heureux. Magnifique concert. Allez, de la musique à la cuisine, après Maestro Chef, Maestro Kids. Le traditionnel concours clôturait hier le salon Monte Carlo Gastronomie. L'association Monaco Goût et Saveurs qui l'organise regroupe des chefs de la principauté qui s'appliquent à promouvoir le goût auprès des jeunes. Et vous allez voir que le message est bien passé chez ces enfants ravis de mettre la main à la pâte sous le chapiteau de Fontvieille, comme l'ont constaté Alban Gingembre, Jean-Alexandre Dordet et Alexandre Gougassion. Ils sont 9 à s'être qualifiés pour la finale du Maestro Kids. La thématique de cette édition, le pain perdu sucré ou salé. Lors de ce concours, les enfants s'affrontent pour réaliser la meilleure recette, comme Sophia, passionnée de cuisine. C'est une recette classique, mais juste avec une sauce spéciale. C'est une sauce de quelque part d'autre, pas d'ici. Sophia et les autres finalistes ont été choisis parmi les plus de 170 recettes proposées. Aujourd'hui, les chefs jouent les commis pour accompagner les enfants le temps du concours. C'est très rigolo parce qu'ils ont beaucoup de choses qui ressortent que même nous, en tant que chefs de cuisine, on ne le ferait pas. C'est peut-être nos futurs chefs de demain, j'espère, parce qu'on en a beaucoup besoin. Mais ce qui me plaît, c'est l'inventivité des enfants et le stress qu'ils ont en venant ici pour réaliser leurs recettes. Nous, ça nous fait rêver. Quelques minutes plus tard, le pain perdu de Sophia avec sa sauce mystérieuse est terminé. Il est temps de présenter sa recette au jury qui devra évaluer l'assiette selon plusieurs critères. Le goût, ensuite la propreté du travail qui est fait, l'association des produits, que ce soit les fruits rouges, que ce soit là en l'occurrence il y a de la cannelle. Si c'est un produit où si on ressent trop la cannelle qui prend le dessus sur le reste, par exemple, ça dénote un peu le produit en lui-même. L'ensemble est très bien. À la fin, les enfants repartent tous gagnants, riches de rencontres et d'expériences. On reste dans la gastronomie et le bon goût, cette fois au marché de la Condamine qui accueillait hier sa traditionnelle oursinade pour le 1er décembre. Un rendez-vous toujours très apprécié. Alexandra Pagny et Thomas Deus ont rencontré tous les amateurs de crustacés et fruits de mer. Allez messieurs, dames, c'est parti. Ils sont plus de 160 fins gourmets à avoir réservé leur précieuse place au marché de la Condamine. Au menu, des crevettes, des huîtres et bien sûr, les fameux oursins. Ce sera des oursins de pêche, on travaille beaucoup avec la côte atlantique. Donc là, la saison a commencé depuis le mois d'octobre, on est tombé sur une très bonne semaine, la météo est très belle, donc on a de très beaux oursins ce soir. Des plateaux généreux pris d'assaut dès l'ouverture de cette oursinade à 18h30. C'est une initiative fantastique parce que ça permet aux gens de Monaco de se retrouver au marché de la Condamine et en plus de déguster un produit qui est magnifique, qui est les oursins. Et j'en ai entendu parler tout simplement en lisant un petit message qui était sur la porte du marché. Et c'est l'occasion de rencontrer des amis et de partager quelques bons produits. Cet événement convivial est une véritable tradition organisée chaque année par la mairie de Monaco.
On peut dire que ça fait partie de notre patrimoine puisque ça remonte à plusieurs siècles. Quand les pêcheurs partageaient justement le produit de la pêche et des oursins qu'ils ramenaient avec la population. Donc c'est vraiment devenu un moment festif, convivial, très populaire. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite justement perpétuer cette tradition et l'organiser bien sûr au marché de la Condamine parce que c'est vraiment le lieu justement de partage, d'échange, le lieu populaire. Donc c'est pour ça que ce soir nous avons notre oursinade. Pour tous les gourmands qui n'ont pu profiter de cette dégustation, le banc de l'Écaillé propose au marché de la Condamine des oursins et autres fruits de mer tous les vendredis, samedis et dimanches. En football, nous avons découvert hier soir les affiches du 9e tour de la Coupe de France. L'AS Monaco fait partie des 64 qualifiés pour les 32e de finale et affrontera Auxerre en Ligue 1 le 20 décembre prochain sur les terres de l'adversaire. Un déplacement en confiance pour les hommes de Sébastien Pocognoli qui s'était bien rattrapé samedi dernier en battant 1-0 le Paris Saint-Germain à la maison après une série de 3 défaites consécutives en championnat. Et puis un doublé monégasque hier lors du Navicap Challenge. La 3e édition s'est achevée sur une victoire de Victor Holst et Paul Papillon. Les jeunes régatiers du Yacht Club de Monaco se sont arrachés le trophée devant 65 autres équipages représentant 8 nations différentes. Un très bon cru pour une belle épreuve sportive qui nourrit chaque année des souvenirs mémorables. Bravo à nos 2 lauréats. Tout autre chose pour finir, le Club international des amis des chiens guides d'aveugles soutient depuis 1989 à Monaco la formation de ces derniers. Une mission clé puisque grâce à eux, elles permettent aux personnes déficientes visuelles de retrouver une certaine autonomie et bien plus encore, comme nous l'a expliqué l'une des bénéficiaires. Écoutez son témoignage après les précisions du président du club au micro d'Alexandra Pani. Il y a 2 types de formation. D'abord, il faut former le chien. Mais comme là, on parle de chiens qui sont donnés à ce qu'on appelle des mineurs. Les mineurs, c'est une plage de 12 à 18 ans. Vous ne pouvez pas donner un chien qui a une force terrible à un enfant de 10 ans qui risque d'être entraîné dans la rue. Pour les mineurs, il y a l'éducation du chien. Pour remettre un chien à un mineur non-voyant, il y a une période d'adaptation de l'ordre de 3 mois qui est en pension à la Fondation Gaillane pour qu'il puisse s'habituer. Il y a tout un parcours qui a été conçu, y compris comme des postes d'entrée pour un métro. Il y a des feux rouges, il y a des bruits, il y a des trottoirs, tout ça. On les habitue, et tout ça c'est dans le jardin qui est fait dans la Fondation Gaillane. C'est extraordinaire. Hein. J'ai Uta depuis avril 2025 avec moi. Je suis déficiente visuelle de naissance et elle partage du coup mon quotidien depuis 7 mois. Elle vient partout avec moi au lycée. Je sors beaucoup plus avec elle, j'ai confiance en moi, je marche beaucoup plus vite. Je vais à la boulangerie comme toutes les personnes de mon âge, mais avant je ne faisais pas ça. Donc Uta m'a permis d'aller au cinéma aussi avec mes amis, sortir, rencontrer plein d'autres personnes. Elle m'a permis que les gens ils se poussent dans les couloirs du lycée. Ça peut paraître anodin, mais avec la canne, les gens ne se poussaient pas. Avec le chien, les gens ils se poussent, ils me remarquent et j'ai plein de plus d'amis avec elle. Ça permet un lien social complètement, même avec les autres maîtres de chiens autour de chez moi. Je rencontre beaucoup plus de personnes, les gens juste dans les transports en commun, ils me posent plus de questions, ils sont intéressés. Ça amène un regard positif en fait sur le handicap d'avoir un chien guide, je trouve. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christinda Petit-Omel pour vos prévisions météo, dont la météo de l'eau. Je vous laisse sur le retour en images de l'exercice incendie qui s'est déroulé ce matin au CHPG avec le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Les clichés sont signés Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.
Bonsoir à tous. Demain, les températures resteront fraîches sur la Principauté, 11 degrés au minimum, 13 degrés au maximum. Un ciel couvert dès le matin, puis un risque de pluie à prévoir dans l'après-midi, notamment en fin de journée. Et puis, sinon, demain, nous fêterons Saint François Xavier, missionnaire infatigable du XVIe siècle. Il a parcouru plus de 100 000 kilomètres sans jamais prendre l'avion, bien évidemment. Et comme chaque mardi, un mot sur la météo de l'eau. Les sources d'eau de la Principauté ne couvrent que 25 à 50% de notre consommation. Le reste provient des importations, ce qui rappelle l'importance de préserver cette ressource. Belle journée à tous, malgré les nuages. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.